Alors c'est un plaisir de travailler déjà aussi dans ce cadre-là qu'on a découvert, donc Baudélio en Malansac, et sur ce type d'ouvrage qui est pour moi presque inédit. Du coup, il dégouline un peu, tac, 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 et ça crée comme une petite stalagmite, et on obtient comme ça un décor avec du volume. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait un diamètre de 16 à 18 cm sur 4 mètres de haut, parce que voilà, là on y est, exactement. Maximum de ce qui a été fait dans les années 1800. Donc on va faire ce qu'on appelle un mi-bois. C'est ici, à l'ombre des arbres centenaires, que se cache un petit trésor du 19e siècle. Un kiosque, aussi appelé fabrique, qui raconte l'histoire d'un autre temps. Au cœur du Morbihan, niché dans la commune de Malansac, se trouve un parc privé chargé d'histoire. Le parc de Baudélio est situé à l'est du Morbihan, à Malansac, à 5 km de Rochefort-en-Terre. C'est là que les seigneurs Rieux de Rochefort construisent, avant 1460, un clos de 400 hectares pour exploiter le bois en toute sécurité et y chasser un gibier rendu comestible. En 1855, un monsieur Joseph Simon, qui était mandataire de la Compagnie des chemins de fer de Orléans à Paris, fait construire un grand parc paysager sur le modèle de ceux faits par Haussmann à Paris et de son cabinet Alphand, avec des ingénieurs qui savent faire une grande cascade, des grandes allées, tout ça en face d'une maison qui sera agrandie un peu sur le modèle de celle de Bagatelle. Ici, le temps semble s'être arrêté, ou presque. Témoin d'une époque révolue, tout droit sorti d'un tableau romantique, construit à partir de troncs d'arbres et de cailloux soigneusement agencés, le pavillon illustre à merveille ces petites constructions décoratives emblématiques, typiques des jardins romantiques du Second Empire. Une architecture brute, rustique, mais pleine de poésie. Mais les décennies ont laissé leur marque, et le temps inexorable a laissé son empreinte et affaibli la structure. Fragilisé, le kiosque menaçait ruine et nécessitait une restauration urgente. Monsieur et Madame d'Aboville ont décidé de redonner vie à ce joyau architectural oublié. Un petit kiosque est posé au bord de l'étang, un peu en hauteur, et il est le point central de 3 perspectives vers des fermes et cette grande maison. Pour cette mission délicate, 2 savoir-faire ont été sollicités. Donc on a choisi complètement par hasard, en lisant un magazine, on est tombé sur Stéphanie Rocailleuse du Sud-Ouest et qui a accepté de venir jusqu'ici pour travailler la chaux et essayer de rendre à l'identique les formes que vous voyez là, qui sont quand même un travail incroyable. Elle a même retrouvé les pigments italiens chez un fournisseur du Sud-Ouest. On a trouvé l'entreprise Briero grâce aux ABF et à la DRAC, qui ont plusieurs entreprises en référence. On en a interrogé plusieurs et il se trouve qu'il y avait un jeune compagnon du Tour de France qui avait l'expérience du bois vert, ou qui pouvait avoir accès à des données sur le bois vert, et donc on est passé par eux. L'entreprise Briero, située à Moron dans le Morbihan, réputée dans la restauration et la préservation du patrimoine bâti ancien, va redonner corps aux éléments en bois. Je suis Bertrand Briero, le dirigeant de l'entreprise Briero. Nous sommes basés à Moron, au nord-est du département. On est charpentier, couvreur principalement, avec aussi des menuisiers et des maçons, 45 personnes, dont 10 apprentis. Entreprise qui a démarré en 1959, que j'ai reprise en 1999, donc entreprise créée par mon père. À l'époque, c'était des travaux de rénovation.
Et aujourd'hui, nous avons continué ces travaux de rénovation et je dirais même de restauration du patrimoine ancien, du bâti ancien. Nous sommes très attachés à cela. Et aussi sur des travaux de restructuration, comme il y en a ici, où là, on doit refaire à l'identique, ou tout au moins au plus proche de l'identique, en intégrant des nouvelles pièces et en conservant le maximum de pièces anciennes. Ici, nous sommes sur un sujet très atypique, avec ce kiosque en bois vert, et qui nous permet aussi de travailler avec une rocailleuse qui œuvre sur la partie de liaison entre nos différents branchages. Alors c'est un plaisir de travailler déjà aussi dans ce cadre-là qu'on a découvert, donc Baudélio en Malansac, et sur ce type d'ouvrage qui est pour moi presque inédit, parce que je connaissais un peu les gloriettes, tous ces petits bâtis de folie qui font le lien entre les bâtis habités plus importants dans les parcs. Mais j'ai vraiment eu plaisir à découvrir. J'ai été convaincu par monsieur et madame d'Aboville de travailler sur cet ouvrage qui requiert une patience, une dextérité et donc un certain temps d'exécution. Il fallait aussi trouver le compagnon intéressé pour faire cela, suffisamment patient et puis très impliqué. Donc là, avec Anthony, qui est un compagnon du devoir, qui a fait son tour de France, un Moronnais comme moi, et qui a œuvré avec beaucoup de plaisir, et aussi avec un jeune, puisque dans notre entreprise, nous formons des apprentis. Un salarié sur 4 est un apprenti, donc on est aussi dans la transmission. Donc là, il y a la transmission du patrimoine. Donc j'ai appris qu'il avait été construit en 1860-1865. Et là, un siècle et demi plus tard, on revient avec donc un compagnon et avec un apprenti pour lui redonner le goût du jour. Donc certaines pièces sont conservées à l'identique, n'ont pas bougé. D'autres ont été reprises, refaites complètement. Et certaines ont été réintégrées, avec notamment une greffe à des endroits, des entures. Et puis après, ce travail est magnifiquement complété par la rocailleuse. Donc on a aussi la partie branchage, donc la partie structure principale et la partie branchage. Donc vraiment un plaisir de travailler sur quelque chose un bâti qui est vraiment exceptionnel et peu commun. L'entreprise Stéphanie Ventura Fornos, rocailleuse à Quinsac en Gironde, spécialiste rare d'un savoir-faire détenu en France par une poignée de passionnés, va quant à elle recréer les parements de pierre entre les troncs. Je suis Stéphanie Ventura Fornos, donc je suis artiste rocailleuse de Gironde. Donc je viens sur ces terres pour restaurer ce pavillon de chasse qui est une fabrique 19e, mais vraiment de tradition, mêlant bois et mortier sculpté. Donc moi je suis là au chevet des mortiers en fait. La rocailleuse, elle s'occupe de monter des pierres, de monter des murs anciens avec des décors. Elle s'occupe aussi à réaliser des cascades, voilà, des mortiers décoratifs. En fait, c'est un peu l'art de l'illusion, c'est un trompe-l'œil à chaque fois. Et également, je suis spécialiste pour restaurer les grottes. Je fais des fois stalactites, stalagmites, et je fais aussi du faux bois. Donc ça, c'est plus tardif dans le temps de la rocaille, avec du fer qu'on arme de grillage et qu'on décore de mortier et on imite le bois. Donc voilà, ça c'est un peu le travail du rocailleur. Donc si vous voulez, on peut aller voir les points de mon travail. Par exemple ici, les charpentiers, ils ont retravaillé l'ensemble bois avec lisse basse et lisse haute. Et donc à travers, ils ont pointé des branches. Et donc à travers ces branches, moi je viens inclure avec du mortier de chaux et de sable, je viens inclure des pierres qui sont plutôt des silex. Donc j'ai choisi un peu différentes gammes de couleurs. Et puis elles sont en ce qu'on dit saillantes, c'est-à-dire qu'elles viennent en arrière. Tandis que si on prend une autre partie des ouvrages, par exemple le fond de mur là qu'on a restauré avec les charpentiers, alors là c'est un peu différent.
C'est-à-dire, pareil, ils ont mis des branches neuves, finalement. Et donc, moi, là, je travaille un fond de mortier qui vient stabiliser le branchage. Et après, dessus, je vais reprendre ce mortier décoratif qui servait comme ça à souligner, finalement, ce travail de branchage. Donc ça, c'est un mortier qui s'est projeté. Et on le colorise avec une teinte rouge italienne. Donc c'est des pigments naturels rouges, la terra rossa. Et en fait, on vient, en le projetant, on vient avec la truelle, c'est un tour de main, on vient comme ça l'aplatir et du coup il dégouline un peu, tac, 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 et ça crée comme une petite stalagmite. Et on obtient comme ça un décor avec du volume. Ensemble, ils entreprennent un travail de fourmi dans le respect absolu de l'ouvrage d'origine. Un chantier aussi technique qu'artistique où chaque geste compte. Chaque élément du kiosque est soigneusement étudié, comparé pour choisir les matériaux les plus proches de ceux employés en 1857. L'objectif ? Comprendre la logique de construction de l'époque et recréer à l'identique, ou presque. L'authenticité prime, mais la solidité est une exigence pour les générations futures. Pour redonner corps aux éléments en bois par les charpentiers, des petits chênes, sélectionnés avec soin, ont été abattus pour remplacer les troncs d'origine trop dégradés. La difficulté, ça a été de trouver des arbres qui aient un diamètre qui fasse entre 16 et 18 cm précisément. Il ne fallait pas qu'ils fassent plus de 20. Et il fallait qu'ils aient 4 mètres minimum de vraiment droit. J'ai marché à peu près, je ne sais pas combien de jours dans ce bois pour arriver à trouver les bons arbres. Autre contrainte, il fallait qu'on puisse le sortir facilement du bois, parce qu'il n'était pas question d'abattre tous les arbres pour faire un chemin pour, avec le tracteur, pouvoir pénétrer, aller le chercher sans l'abîmer. Donc il fallait accrocher après bien proprement l'arbre pour le promener sans l'abîmer. Donc vous voyez, ça n'a pas été simple. Voilà, il y en a un là par exemple, qui est en bord de champ, donc facile à récupérer, bien droit sur les 4 mètres, c'est-à-dire qu'il fait un diamètre de 16 à 18 cm sur 4 mètres de haut, parce que voilà, là on y est, exactement, et sur les 4 mètres. Donc cet arbre a été marqué pour pouvoir être abattu sans l'abîmer, évidemment, donc il faut bien le faire tomber comme il faut, et on va le sortir proprement là par le champ. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de conserver un maximum de ce qui a été fait dans les années 1800. Donc on va faire ce qu'on appelle un mi-bois, donc sur cette partie-là, pour conserver le haut. On va pouvoir restructurer notre poteau. Ensuite, l'objectif, ça va être de changer celui-ci complètement en deuxième temps, pour que par la suite on puisse faire notre lisse intermédiaire, donc avec nos assemblages en tenons et mortaise, qu'on puisse la glisser dans notre mortaise. Ensuite, pouvoir remettre ce poteau-là en place, en même temps que notre lisse intermédiaire sous les fenêtres. Donc ça va être l'objectif à suivre dans les étapes de la restauration du kiosque. Nous sommes en train d'étayer parce que, comme on peut le constater, le mur en fait avait suivi le mouvement du poteau, était complètement parti, il s'était plié en fait ici là, et donc le mur était plus du tout d'aplomb, et ce qui avait entraîné que en fait le bâtiment commençait à pencher de ce côté-ci. Donc là on a mis ce qu'on appelle un tire-pouce là pour faire revenir le mur droit et d'aplomb. Et là on va venir faire un système d'étaiement pour maintenir la charge, parce que nous après on va devoir intervenir donc sur le poteau qui est ici et également ici, que le mur reste dans la position dans laquelle on l'a redressé. Donc la difficulté là c'est de maintenir l'ensemble, et que le remplissage qu'on peut ici, qui est assez fragile et qui est pas très souple, qui se remette également droit, et pas que ça fissure et que ça craque, quoi.
Chaque pièce doit ressembler à ce qui se faisait au XIXe siècle dans le respect des proportions et des techniques. Il a fallu aller sélectionner ces chênes qui ont 50 ans. Vous imaginez 20 cm de diamètre, un chêne qui a 50 ans, donc une fibre extrêmement serrée, une écorce très fine et qui, on l'espère, va tenir pour les 50 prochaines années. Mais ce panneau-là était très abîmé parce qu'il est plein soleil, il prend le soleil de midi, alors que les autres, il y en a quand même des panneaux qui datent de 1855, ce qui est quand même incroyable, et qui n'ont pas bougé. Pour la partie rocaille, l'artisane redonne leur place aux pierres, reconstitue les joints, les effets de matière, jusqu'à recréer l'aspect brut et naturel d'origine. Chaque choix de matériaux a été pensé pour rester fidèle à l'esprit du lieu comme cela se faisait au XIXe siècle. Il faut s'assurer quand même d'un bon volume dessous quand on fait ça. Sinon ça serait trop plat. C'est pas ce mortier qui fait le volume, c'est celui d'en dessous. Ce qu'on appelle le mortier de corps. Ça, c'est vraiment une projection décorative. Et mon pinceau, qui a du pigment pur. Je viens donner des nuances de couleurs. Ça, c'est un tour de main, ça. Ça se fait à la truelle et en coulis. Donc c'est à la fois la truelle et après on coule. Voilà. Donc ça c'est particulier. C'est un tour de main qu'il faut filmer ça. Parce qu'elle expliquait, je ne sais pas si ça serait entendable ou je ne sais pas si ça serait vraiment cohérent. Parce qu'après, la truelle, c'est un instrument pour sculpter. Donc, expliquer comment on sculpte, je sais pas, c'est vraiment ce qu'on appelle un tour de main en fait. Il n'y a pas forcément les mots, ça se regarde. Et c'est pour ça qu'avant les apprentis, sur certaines parties d'ouvrage, on leur disait « là tu fais rien, tu poses l'outil et tu regardes ». Et quand on leur disait « tu regardes », ben, ça voulait dire ben, « prends ma main, regarde comment fait ma main pour pouvoir réaliser le décor ». Après plusieurs semaines de travail patient et passionné, le kiosque a retrouvé sa silhouette d'antan, solide, fidèle et surtout émouvant. Dans le parc de Beaudéliau, le passé et le présent cohabitent désormais en harmonie. Patrimoine et nature dialoguent à nouveau. Ce kiosque n'est pas qu'un simple abri ou un ornement de jardin. C'est un témoin du passé, un fragment de l'histoire paysagère et artistique de notre patrimoine, prêt à affronter l'avenir. Dans le silence paisible du parc, ce petit kiosque, humble et poétique, continue de raconter son histoire à ceux qui prennent le temps de l'écouter. François et Nathalie d'Aboisville se battent pour sauver et faire vivre ce lieu unique dont ils sont dépositaires. Ils espèrent, par leur engagement, le sauvegarder pour les 50 prochaines années. François est l'arrière-petit-fils de François Forest. C'est avec sa femme Marguerite Turpot qu'ils achetèrent la propriété en 1892.